À l'une de l'actualité, audience à Koulouba, le président de la transition a reçu les chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. C'était pour faire le point de la réunion relative à la finalisation du plan d'action de défense et de sécurité de l'AES. La première édition du Salon de l'entrepreneuriat se tiendra à Bamako du 21 au 22 novembre prochain. L'employabilité des jeunes, le financement des projets, entre autres, seront abordés lors de ce grand rendez-vous. Et nous parlerons également du forum sur le pastoralisme au Sahel en Afrique de l'Ouest qui a ouvert ses travaux en Mauritanie. Le Mali prend part à ce rendez-vous avec une forte délégation conduite par le ministre de l'Élevage. Voilà pour le sommaire. Le développement dans un court instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Nous sommes mercredi et le traditionnel conseil des ministres est tenu au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le contenu de ce communiqué avec Nianialou Traoré incessamment, juste le temps de parler de cette audience. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience cet après-midi les chefs d'état-major généraux des armées et de la Confédération des États du Sahel. La délégation est venue faire le point de la réunion relative à la finalisation du plan d'action et de défense et de sécurité de l'espace AES. Lors de cette audience, le président Goïta a souligné la nécessité de la mise en œuvre urgente du plan d'action de défense et de sécurité. Les opérations de grande envergure seront menées bientôt dans l'espace AES. Voyons cette audience avec Garibou Pérou et Aruna Diarra. À l'équation des menaces terroristes et impérialistes, les réponses des chefs d'état-major généraux des armées des pays de l'espace AES tombent. À la tête de la délégation, le général de division Oumar Diarra. Dans la main, le chef d'état-major général des armées tient un document. C'est le plan d'action de défense et de sécurité conforme aux directives des chefs d'État de la Confédération. Nous sommes venus rendre compte au président de la Confédération de l'Alliance État du Sahel afin de nous inspirer de ces conseils éclairés et passer donc à la concrétisation, à l'opérationnalisation de la force conjointe de la Confédération Alliance État du Sahel. Où nous avions effectivement quelques mois, nous nous sommes rencontrés à Niamey et donc aujourd'hui c'est un palier additionnel qui va donc dans le cadre de l'opérationnalisation des actions de cette force conjointe. Très détaillé, le plan rapproche davantage les forces de défense et de sécurité de l'espace AES. La stratégie ainsi proposée répond efficacement à toute forme de menace, rassure le général Barmou. Vous connaissez le contexte particulier dans lequel nos pays, au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel, se retrouvent. C'est un environnement qui est caractérisé par le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, mais aussi toutes ces velléités de déstabilisation de notre espace. Dans ce titre, donc, ce plan d'action a été élaboré pour apporter des réponses allant donc dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Qui parle de sécurisation parle de la création de conditions pour que nos populations puissent être sécurisées afin qu'elles puissent aussi se concentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire le développement. Le président Goïta, président de la Confédération, donne des orientations de mise en œuvre du plan élaboré. Il a pour sa part réaffirmé l'engagement de nos États à maintenir des forces capables d'anticiper et de répondre aux défis du moment. Le terrorisme n'attend pas. Les trafiquants, les bandits armés et tout n'attendent pas. Il est question donc de vite concrétiser ce plan d'action en organisant effectivement des opérations allant dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Vous allez bientôt voir des opérations à grande échelle qui vont donc dans le sens d'assurer plus de sécurité aux personnes et aux biens dans notre espace. Des opérations à grande échelle, la confiance des peuples est essentielle. Confiance qui permettra aux forces de défense et de sécurité de se sentir comme symbole d'unité et de protection de nos valeurs nationales.
Je le disais il y a un instant, le Conseil des ministres s'est tenu au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Le contenu du communiqué avec Nyanya Loutraoré. Bonsoir Nyanya. Khadija Toukoni, bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre des Mines, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant la cession au profit de la société B2Gold Mali Resources SARL du permis de recherche d'or de Bakolobi, cercle de Kenyeba, région de Kaï, cédé à la société Malican Exploration SARL. Le permis de recherche de Bakolobi, attribué en mai 2021 à la société Bari Travaux SARL, a été cédé à la société Malican Exploration SARL, filiale de B2Gold Mali Mining Investment, en avril 2022. La société Malican Exploration SARL a conduit des travaux de recherche sur le périmètre du permis de recherche de Bakolobi qui ont mis en évidence un gisement dont l'exploitation économique est en cours d'évaluation. Dans le cadre d'un contrat de cession signé le 24 septembre 2024 avec la société B2Gold Mali Resources SARL, la société Malican Exploration SARL a accepté la cession exclusive de ses droits et obligations sur le permis de recherche de Bakolobi au profit de la société B2Gold Mali Resources SARL. Le projet de décret adopté autorise la cession à la société B2Gold Mali Resources SARL du permis de recherche d'or de Bakolobi. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution du Conseil communal de Kalabankoro, région de Koulikoro. La dissolution du Conseil communal est prévue par la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales. Au terme de l'article 8 de la loi susvisée, le Conseil communal peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le Conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites par l'entremise du maire ou aux représentants de l'État dans le cercle. Le Conseil communal de la commune rurale de Kalabankoro se caractérise depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi. Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d'explication a été adressée au Conseil communal concerné conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi portant code des collectivités territoriales, à laquelle il a répondu. Les faits ci-dessus évoqués justifient la dissolution proposée à l'effet de mettre fin aux dérives constatées. Au terme de l'article 10 de la loi submentionnée, la dissolution est prononcée par décret motivé pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales. Le ministre de la Refondation, chargé des relations avec les institutions, a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. Après la remise de son rapport annuel 2023 au président de la transition chef de l'État et aux autres institutions de la République, le comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a effectué des missions de restitution du rapport dans les régions, dans le district de Bamako ainsi qu'à l'extérieur du pays, à l'intention de nos compatriotes établis au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sénégal. D'autres sessions de restitution se sont déroulées par visioconférence à l'intention des ambassadeurs, des consuls et des Maliens établis en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite, en Iran, en Chine, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis d'Amérique et au Canada.
Par ailleurs, conformément au plan opérationnel du ministère de la Refondation de l'État au titre du deuxième semestre 2024, il est prévu des sessions de restitution du rapport annuel 2023 aux secrétaires généraux des départements ministériels, à l'endroit de la haute administration, des médias, des organisations de la société civile, du secteur privé, des organisations de femmes et de jeunes, des partis et groupements de partis politiques, des organisations d'employeurs, des syndicats, des travailleurs, des universitaires, des déplacés internes et des réfugiés maliens. De l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. À la fin des opérations de recensement et d'identification physique des agents de l'État et des collectivités territoriales dans l'ensemble des régions du district de Bamako et dans les missions diplomatiques et consulaires, l'exécution des activités enregistre 122 152 agents identifiés sur un nombre total de 158 314 agents de l'État et des collectivités territoriales recensés dans l'ensemble des secteurs, soit 36 162 non identifiés. Le comité du pilotage est à pied d'œuvre pour la clôture des opérations de saisie des données et de correction des erreurs de saisie et la finalisation du rapport d'exécution du projet SJRH. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la fin du processus de liquidation de la MINUSMA. À la suite du retrait de la MINUSMA achevé le 31 décembre 2023, conformément à la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la phase de liquidation de la MINUSMA a commencé le 1er janvier 2024 sous la conduite de l'entité de liquidation basée à Bamako et désignée par les Nations Unies. La liquidation initialement prévue pour une période de 18 mois devrait prendre fin le 31 décembre 2024. Grâce aux efforts du gouvernement, cette phase prend fin le 15 novembre 2024 avec la rétrocession du camp de Bamako et le rapatriement de l'ensemble du personnel international civil, des contingents, des équipements consacrant ainsi le retrait définitif de la MINUSMA. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 6e édition de la Coupe d'Afrique de Vovinam via Viet Vodao, prévue du 18 au 23 novembre 2024 à Bamako. La 6e édition de la Coupe d'Afrique de Vovinam Viet Vodao réunira plus de 200 participants venant de 11 pays pour 44 épreuves. Cette compétition offre à notre pays l'occasion de mettre en valeur son engagement en faveur des sports et de la jeunesse africaine et de réaffirmer son rôle central dans la promotion des arts martiaux et de la cohésion entre les jeunes athlètes africains. Outre la promotion de la discipline, cette compétition vise à renforcer les liens culturels et sportifs entre les nations africaines et à développer des talents sportifs. De la mise à disposition des nouveaux fonctionnaires pour leur service militaire obligatoire. Par une décision en date du 30 octobre 2024, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a mis à la disposition du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, les fonctionnaires stagiaires intégrés dans la fonction publique de l'État pour leur formation militaire obligatoire au service national des jeunes. Cette formation vise à parfaire l'éducation, la formation physique et civique et professionnelle des nouveaux fonctionnaires en vue de leur participation effective au développement économique, social, culturel et environnemental du pays pour les besoins de la défense nationale. Ce nouveau contingent compte 1417 fonctionnaires stagiaires, dont 458 personnels féminins. De la mobilisation de 500 stadiers pendant les compétitions sportives, les activités socio-éducatives et culturelles à Bamako. Pour prévenir les éventuels débordements et incidents, contribuer à la sécurisation des spectateurs et des sportifs lors des différentes manifestations organisées dans les infrastructures sportives ou socio-éducatives, le ministère en charge des sports prévoit la mise en place d'une plateforme de jeunes volontaires appelée Stadi. Ainsi,
La mobilisation des stadiers lors des compétitions sportives, manifestations socio-éducatives et culturelles permettra entre autres de contribuer à rehausser l'image et l'éclat de la compétition ou de la manifestation, d'optimiser les recettes grâce au contrôle des entrées, de contribuer à la fluidité sur les gradins et de faire respecter les normes et les consignes de sécurité liées à certaines compétitions ou manifestations internationales. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres des conclusions de la mission de supervision de la campagne agricole 2024-2025 relative à la visite des champs inondés et la distribution de vivres aux populations sinistrées dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala du 1er au 3 novembre 2024. Cette mission de supervision s'inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole 2024-2025 validé lors de la 14e session du Conseil supérieur de l'agriculture. L'objet de la mission était de constater les pertes subies par les producteurs et proposer des mesures d'atténuation de leur impact à travers la mise en place d'un plan de relance de la production agricole et la remise de vivres aux populations sinistrées. Il est à noter qu'une évaluation exhaustive de la situation est en cours. La mission a également fait des recommandations aux exploitants agricoles et aux services techniques de l'agriculture. De l'état d'avancement des opérations de collecte du recensement général agricole à la date du 3 novembre 2024. La phase du dénombrement des exploitations et entreprises agricoles a démarré depuis le 15 juillet 2024 et les opérations se poursuivent dans toutes les régions. À la date du 4 novembre 2024, les résultats se présentent comme suit. 573 329 exploitations familiales dénombrées, sur lesquelles 353 566 sont entièrement recensés. 1 36 434 producteurs, dont 44 816 productrices, avec une superficie globale déclarée de 2 306 712,4 hectares. 3 569 515 bovins, 3 752 974 ovins, 5 229 099 caprins, 292 846 assins et 40 594 équins. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'initiative sous l'opération Promotion des coopératives, associations et entreprises évoluant dans la fabrication de savons et dérivés. Fruit du partenariat entre la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali et le collectif des associations coopératives, centres de formation et des entreprises féminines évoluant dans la fabrication de savons et dérivés, l'initiative vise à promouvoir les produits locaux en mettant en valeur la créativité des jeunes et des femmes. Avec l'appui des services techniques du département en charge de l'entrepreneuriat, l'initiative a été concrétisée par la signature d'une convention de partenariat le 21 octobre 2024 entre la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali et le collectif des associations, coopératives et entreprises évoluant dans la fabrication de savons et dérivés. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de l'organisation des activités de la 5e édition du mois d'octobre, mois du consommé local. Le thème central retenu par la commission de l'UEMOA dans le cadre de cette 5e édition était « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA ». L'objectif visé au niveau national est d'accompagner les efforts de transformation des produits locaux dans notre espace communautaire à travers la promotion du savoir-faire national et des investissements dans les unités de transformation existantes. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 10 octobre 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Un panel sur le contenu local a été animé par le ministre de l'Industrie et du Commerce. La délocalisation des activités a permis aux délégations régionales des chambres de commerce et d'industrie d'organiser des manifestations commerciales dans leurs localités respectives. Une délégation malienne composée d'opérateurs économiques sous l'encadrement de l'Agence pour la promotion des exportations du Mali a participé aux activités de célébration au niveau régional à Ouagadougou. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et à la réunion des ministres de la Culture de l'UEMOA.
La 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'est tenue du 25 octobre au 2 novembre 2024 à Ouagadougou sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Notre pays a pris part à cet événement en se positionnant comme le pays ayant le plus de films sélectionnés avec 10 œuvres en lice derrière le Burkina Faso. Cette édition a enregistré la participation de 22 pays venus exposer leur savoir-faire. Elle a été marquée par 2 innovations majeures qui sont la création du village AES et l'institution de la journée des pays invités spéciaux. À l'issue des 10 jours d'exposition, le Mali s'est classé premier en remportant le Grand Prix du Salon, prix du président du Faso. Plusieurs artisans maliens ont également reçu des distinctions individuelles. En marge du salon, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a pris part le 25 octobre 2024 à la réunion des ministres de la Culture de l'UEMOA. Cette réunion était consacrée à l'examen et l'adoption du projet de document cadre d'opérationnalisation du Fonds Crédit Culture UEMOA, du projet de renforcement des filières musique et audiovisuelle, de la mise en œuvre du statut de l'artiste et de la directive UEMOA sur l'harmonisation de la rémunération pour copie privée. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles a informé le Conseil des ministres de la tenue d'ateliers de partage des actions de promotion de la souveraineté nationale et réalisation, défis, attentes et perspectives. L'objectif général des ateliers est de contribuer à disséminer les actions structurantes réalisées par la transition et raffermir la chaîne de valeur pour la promotion de la souveraineté de notre pays. L'activité consistera en la tenue d'un atelier à Bamako et de 8 ateliers régionaux à Kita, Ségou, Sikasso, Dioïla, Koutiala, San, Ménaka et Kidal, autour de différentes déclinaisons de la souveraineté nationale, notamment la souveraineté territoriale, économique, politique et diplomatique. Les ateliers débuteront le 14 novembre 2024, date d'anniversaire de la reconquête de Kidal. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadija Toukoné, le contenu de ce communiqué, de ce Conseil des ministres. Merci bien, Nyanya Loutraoré. Merci à vous également. Également, le contenu de ce communiqué, suite à l'adoption par le Conseil national de transition en date du 28 octobre 2024 des projets de loi relatifs à la relecture des codes pénals et de procédures pénales, prenant en charge nombre de ces recommandations pertinentes, la Commission nationale des droits de l'homme se réjouit de certaines avancées majeures en matière de protection des droits humains consacrées dans les 2 nouveaux textes, félicite le CNT et le gouvernement du Mali pour cette marque d'attachement à la protection et à la promotion des droits de l'homme dans notre pays malgré les nombreux défis et les encourage singulièrement à entreprendre les démarches en faveur d'une législation spécifique sur les violences basées sur le genre. Le Premier ministre a successivement reçu en audience hier une délégation des organisateurs des rencontres de Bamako au Biennale africaine de la photographie. Il a été question de la coopération entre le Mali et la Russie en matière d'éducation. Reportage Mamari Koné et Aliou Touré. Les rencontres de Bamako, également appelées Biennale de la photographie africaine, est une manifestation organisée à Bamako depuis 1994 afin de promouvoir les artistes africains dans le domaine de la photographie africaine contemporaine. L'édition de 2024, la 14e édition, a pour thème Kouma, la parole en langue officielle bamana. À quelques jours de l'événement, le commissaire général à la tête d'une délégation de photographes maliens et africains est venu présenter le projet au chef du gouvernement. Pour la réussite de cet événement d'envergure internationale, le commissaire général sollicite l'appui du gouvernement en raison du retrait de certains partenaires traditionnels. Nous sommes à 10 jours de l'événement et que les premières délégations sont déjà là, de nous faciliter l'obtention des visas des délégations qui sont en train de venir
On a été aussi lâché en plein vol par certains des partenaires essentiels de cet événement. La 14e édition a pour thème Kouma, la parole. Donc c'est un message philosophique. Le Premier ministre a souligné l'importance des œuvres artistiques dans le développement d'un pays comme le Mali. C'est pourquoi il a réaffirmé le soutien constant du gouvernement aux rencontres de Bamako. Les photos que vous allez faire, elles vont rester pour l'éternité. Les futures générations vont regarder ces photos-là. À quoi ressemblait le Mali dans les années 2000, dans les années 90? C'est ça qui reste. Donc c'est pour vous dire que personnellement, j'ai une très haute appréciation du travail que font les hommes de culture. Parce que tout ce que nous faisons là, c'est passager. Tout ce qui est éternel, c'est nos peuples et ce que les hommes de culture font. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et tout ce que nous pouvons, le gouvernement malien, on va le faire. Ce qu'on ne peut pas, dites-nous vous qu'on est dans une situation difficile. Tout le monde s'est coalisé contre nous actuellement. Même là où on finance l'économie, ces pays ont intervenu pour que tout dossier malien qui vient, on le bloque. Quelle que soit sa qualité. Pour faire rompre les responsables. Cette rencontre a été mise à profit pour présenter au chef du gouvernement la maquette de l'exposition prévue au Musée national lors des rencontres de Bamako. Présente à Bamako dans le cadre d'une mission d'échange sur l'état de la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la délégation conduite par le vice-ministre de la Science et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie est reçue à la primature. Occasion pour lui de souligner l'importance de la coopération à travers l'octroi de 290 bourses aux étudiants maliens. Je pense qu'on a pu organiser des recherches dans les domaines d'énergie et inondation. Ce sont nos plans. Et nos chercheurs sont prêts à organiser et à aider dans ce domaine. Et nous sommes prêts aussi à organiser le financement pour vous. Le Premier ministre s'est dit heureux de recevoir cette délégation de haut niveau d'un partenaire sincère et efficace. Pour le chef du gouvernement, en plus de la défense et de la sécurité, les relations entre les deux pays doivent s'étendre au secteur de la science et de l'économie. Lorsque notre pays était dans des difficultés indescriptibles, lorsque nous avions pratiquement perdu l'espoir, c'est la Russie qui s'est retrouvée aux côtés du Mali dans la difficulté. Et ça, nous ne l'oublions jamais. Et c'est pourquoi ils sont pour nous des vrais amis. Et les vrais amis, j'ai l'habitude de dire aux uns aux autres, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Quand c'est très sombre, quand c'est très difficile, c'est en ce moment qu'on voit les vrais amis. Et la Russie s'est retrouvée à côté de nous lorsque pratiquement tout paraissait perdu. Fin de la rencontre sur l'élaboration du projet de plan d'action défense et sécurité. Les experts militaires des trois pays ont défini une feuille de route commune pour mener la lutte contre les menaces terroristes dans les pays de la Confédération des États du Sahel. Batraoré pour le reportage. Face à la menace terroriste dans les pays du Sahel, les armées ont l'obligation de travailler main dans la main. C'est pour cette raison que les experts militaires des trois pays de l'AES se sont retrouvés à Bamako pour 2 jours. Sous la houlette des chefs d'état-major généraux, ils ont ainsi élaboré un document consensuel pour marquer leurs liens de coopération. Ce document de base s'intitule « Projet de plan d'action défense et sécurité ». Après l'échec du G5 Sahel, dont nous étions membres, nous avons le devoir de tout faire pour réussir cette lutte contre le terrorisme, pour soulager les populations de la Confédération des États du Sahel et atteindre les objectifs fixés par les autorités politiques. Il s'agit de faire de ce partenariat entre nos armées un bel exemple de coopération sud-sud. Le projet de plan d'action défense et sécurité, fruit des travaux de Bamako, est signé et mis à la disposition des délégations des trois pays. Il est question donc de mutualiser nos efforts dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme, aussi de la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
Les experts ont réfléchi pendant 2 jours pour trouver donc des mécanismes conjoints qui peuvent nous permettre d'être plus efficaces dans le cadre de cette lutte commune. Il faut que les populations de l'AES restent résilientes, confiants à leurs dirigeants du moment, confiants à leurs armées et confiants à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de ces 3 pays qui se sont engagés à lutter ensemble contre le terrorisme. Cette guerre finira. Bamako est donc le point de départ de cette coopération militaire entre les 3 pays de l'AES. Les experts promettent de rester en contact permanent pour apporter une réponse efficace à la question de la menace terroriste. Cette année, plusieurs cadres du ministère de la Défense et des anciens combattants ont été promus au grade supérieur. Une cérémonie d'hommage a été organisée à cet effet, occasion pour les récipiendaires de remercier les autorités de la transition. Et nous retrouvons Batraori. Au ministère de la Défense et des anciens combattants, c'est l'ère des hommages après le mérite. Les officiers promis au grade supérieur, dont le ministre des tutelles, sont les bénéficiaires de cette cérémonie de reconnaissance. Par définition, le grade désigne l'aptitude à son titulaire d'occuper différents emplois. Ces différentes nominations sont une marque de confiance et la récompense du mérite des différents récipiendaires. Ils seront dignes de la confiance placée en eux et œuvreront sans relâche à la consolidation des acquis des forces armées maliennes et de sécurité dans le cadre des nouvelles orientations politiques visant à restaurer la paix au Mali et dans l'espace sahéliens à travers l'AES. Après avoir remercié les autorités de la transition pour cette marque de considération à leur endroit, le porte-parole des récipiendaires a appelé les éléments des différents corps à plus d'engagement pour être parmi les élus de l'année prochaine. Et l'Allemagne dote l'école de guerre du Mali de matériel d'information et d'un réseau sécurisé de travail. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la première phase du projet ML126. Le point avec Abdul Karim Kaba. 100 millions de francs CFA, c'est le coût de cette première phase du projet ML126. Ce projet de sécurisation des réseaux et des matériels informatiques est destiné à l'école de guerre du Mali. Il sera d'un grand apport dans l'apprentissage des auditeurs et surtout un bon moyen de communication au sein de l'école de guerre du Mali. Il va servir l'école de guerre pour que notre école puisse avoir son aura, puisse avoir une prestance assez significative à travers toutes les écoles de guerre à travers le monde. L'Allemagne intervient dans plusieurs domaines au Mali. Le partenaire allemand n'a pas hésité un seul instant à doter l'école de guerre du Mali des serveurs, des fibres optiques et d'un réseau informatique sécurisé. Je pense que c'est une infrastructure vitale pour l'éducation des nouveaux cadres, mais aussi je pense pour vraiment lier l'école à d'autres institutions d'éducation militaire dans le monde. Donc je pense que c'est un projet très très pertinent pour la stabilisation du pays et pour la qualité de l'éducation des FAMA. Ces matériels vont favoriser la mise à niveau de la gestion efficiente et efficace de l'école, pour qui connaît le rôle et la place des nouvelles technologies dans l'évolution du monde. Démarrage des travaux de la 10e édition des journées scientifiques de la Faculté des lettres, langues et des sciences du langage, langue, gouvernance et développement en Afrique postcoloniale. Quelle stratégie pour une Afrique indépendante? C'est le thème choisi pour ces journées scientifiques. Reportage Youssouf Diakité et Aruna Diara. Ce sont les élites africaines qui se retrouvent à Bamako à la faveur de cette 10e édition des journées scientifiques de la Faculté des lettres, des langues et des sciences du langage pour réfléchir sur comment retrouver l'indépendance totale de l'Afrique. Une réflexion qui cadre avec la thématique choisie, langue, gouvernance et développement en Afrique post-coloniale. Quelle stratégie pour une Afrique indépendante? La thématique retenue pour cette édition, à savoir langue, gouvernance et développement en Afrique post-coloniale, quelle stratégie pour une Afrique indépendante, est plus que révélatrice. Il s'agit d'interroger le rôle que pourraient jouer ces vecteurs cités précédemment dans la construction de l'identité nationale et de la cohésion sociale, dans la décolonisation linguistique et dans la promotion de la bonne gouvernance, condition préalable à la stabilité politique,
à la croissance économique et à la justice sociale. Les communications développées sont globalement en rapport avec la lutte contre l'insécurité, le terrorisme, mais surtout l'indépendance politique et économique de l'Afrique. Condition sine qua non d'une gouvernance qui répond aux aspirations des gouvernés. L'Université Sœur de Cancan présente une communication. Beaucoup de pays africains sont déjà présents pour cette journée-là, afin que nous puissions échanger tous et donner les stratégies qu'il faut. Nous avons donc le devoir de prendre notre part de justice sociale. Et chez nous, cela se fait par le renouvellement donc, du savoir, renouveler le savoir de manière à ce qu'il soit toujours à la hauteur des défis que confrontent à la fois nos États, mais aussi nos communautés. Les doyens de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage s'est particulièrement réjoui de la pertinence du thème choisi. C'est à travers ces manifestations scientifiques que les chercheurs se retrouvent pour échanger sur des questions pertinentes des recherches susceptibles de booster le développement économique, social et culturel des pays. Elle participe également à la validation des travaux de recherche des enseignants-chercheurs. Le vice-recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, qui a ouvert les travaux, a invité l'ensemble des universitaires présents à une analyse approfondie de la thématique pour des contributions substantielles. J'espère qu'au terme de 2 journées, nous serons munis de stratégies pour ce que vous prétendez faire pour que l'Afrique soit un peu plus indépendante. Les universités sœurs venues d'Afrique prennent part aux travaux qui durent 2 jours. Première escale de l'actualité régionale, Koulikoro, l'IPR-IFRA de Katibougou vient de lancer une formation à l'attention de 500 jeunes du district de Bamako et ses environs. La formation est axée sur le maraîchage, l'aviculture, l'embouche et la transformation des produits agricoles. Plus de détails avec Djamba Moussa Konati. Renforcer les compétences des acteurs évoluant dans des entreprises agricoles formelles ou informelles pour permettre à ces dernières d'accroître leur production et d'améliorer la rentabilité de leurs activités. C'est tout le sens des ateliers de formation du projet MLI 022 247 253. Au total, ce sont 500 jeunes du district de Bamako et ses environs qui seront formés sur les techniques du maraîchage, d'embouche, d'aviculture et de transformation des produits agricoles. Notre centre de formation continue dispose d'infrastructures adéquates afin que chaque participant acquiert des compétences précieuses et puisse contribuer au développement durable de notre agriculture. Notre objectif, c'est que vous ayez les compétences idoines pour gérer vos activités économiques de la meilleure des façons. Cette formation devra contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants de Bamako et ses environs. Votre engagement et votre soif de connaissance démontrent à suffisance quel point vous êtes conscient de la nécessité d'acquérir des compétences supplémentaires pour améliorer vos activités et par la même occasion contribuer au développement de l'économie locale. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la formation des jeunes est au cœur des engagements des autorités de la transition. Nous œuvrons pour l'autonomie, la prospérité et la résilience de notre jeunesse et pour le renforcement du tissu économique de notre pays. Les compétences que vous allez acquérir à l'issue de cette formation ne sont pas simplement des moyens de subvenir à vos besoins, mais elles incarnent aussi un potentiel de transformation sociale et économique de notre pays. Pour le ministre, ces jeunes qui seront formés constitueront le terreau du bâtisseur de la prospérité de demain. Hier mardi, les 61 admis au concours d'entrée du lycée sportif Ben Omar Sy ont rejoint l'effectif du dit lycée. Une cérémonie a été organisée à cet effet et présidée par le ministre en charge des sports. Reportage à Daouda Koné. Si les autres élèves ont démarré les cours ce lundi 4 novembre 2024, c'est le lendemain 5 novembre que les nouveaux admis au concours d'entrée du lycée sportif Ben Omar Sy sont accueillis par l'administration du lycée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne lors de la traditionnelle cérémonie de rentrée du lycée sportif Ben Omar Sy. Ils sont 61 à intégrer l'effectif du lycée. Nous avons reçu 322 dossiers, dont 27 ont été rejetés après le dépouillement
des dossiers. 295 candidats ont effectué la première visite médicale, dont 39 ont été éliminés. Après les épreuves pratiques et académiques et la visite médicale approfondie, 61 candidats sont déclarés admis au concours d'entrée au lycée sportif Ben Oumar Sy, session 2024. Le ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a profité de l'occasion pour donner quelques conseils aux élèves sur les plans académiques et sportifs avant de leur souhaiter une très bonne année 2024-2025, une année placée sous le signe de l'excellence. Mes chers parents, vous pouvez être très très fiers de vos enfants parce que ceux qui sont ici, ils n'ont pas bénéficié de cadeaux, ce n'était pas un don, c'est vraiment, ils sont là parce qu'ils méritent d'être ici. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs. Il faudra retenir que le lycée sportif Ben Oumar Sy est un établissement mixte d'enseignement fondamental et secondaire à régime d'internat rattaché à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique. À ce jour, il compte 60 enseignants et 28 encadreurs sportifs avec plusieurs élèves en cycle secondaire. Et ce geste de l'ONG Conseil et Appui pour l'éducation à la base qui vient soulager les parents d'élèves, elle a remis des kits scolaires aux élèves de Zambougou dans la localité de Kolokani. Ils sont plus de 300 élèves à recevoir des stacks, stylos et autres fournitures scolaires. Commentaire Bokari Koulibaly. À travers ces quelques notes du balafon, parents, élèves, autorités administratives et scolaires de Zambougou expriment leur joie. Pour cause, la donation d'un important lot de kits scolaires aux élèves de la localité par l'ONG Kayeb. Un geste qui vient en soutien aux bénéficiaires d'une part et vise à améliorer les taux d'alphabétisation des enfants d'autre part. À l'ouverture des classes, les parents d'élèves ont de la peine à subvenir aux besoins des enfants. C'est ce qui a amené Kayeb vraiment à faire ces gestes aujourd'hui, à savoir la donation de 300 kits pour 300 enfants, afin de permettre à ces élèves-là vraiment d'apprendre dans les conditions les plus idoines. Cette œuvre humanitaire première du genre est une véritable bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves et le corps enseignant. La Direction nationale de l'enseignement fondamental et les autorités administratives remercient les donateurs. Kayeb a enlevé beaucoup d'épines de nos pieds, parce que ça c'était le rôle du ministère de l'Éducation nationale. Mais compte tenu de la situation actuelle, nous avons trouvé un partenaire qui nous appuie. Aujourd'hui, les villages des Zambougou reçoivent fièrement les kits scolaires pour les classes de la première, deuxième, troisième et quatrième année. Au nom des plus hautes autorités du Mali, je félicite l'ONG Kayeb pour ses aides sanitaires. Le Conseil et Appui pour l'éducation à la base Kayeb est une ONG nationale créée en 1995. Il assiste et accompagne les couches vulnérables. Les Kayeb ambitionnent de toucher d'autres localités à travers ses actions humanitaires dans les jours à venir. Hors de nos frontières, en Mauritanie, ouverture du forum de haut niveau Nouakchott plus 10 sur le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre fait suite au forum de 2013, lequel demandait de porter de 10 à 15% la part de l'élevage dans le PIB de nos États et de 5% pour les pays côtiers. Il s'agira donc de faire le point sur les acquis et les faiblesses de la déclaration de 2013. Le Mali prend part à ce forum à travers une forte délégation conduite par le ministre de l'Élevage. Nos envoyés spéciaux Suleiman Kenza Sidibé et Djelimaran Diabati. Plus de 60 millions d'animaux vaccinés, 322 marchés à bétail réalisés et 4200 km de couloirs de transhumance ont été dégagés ces dernières années dans le Sahel, plus le voisinage, pour dire que l'élevage joue un rôle capital dans nos économies. De l'avis du ministre de l'Élevage du Mali, il importe désormais de booster la production de viande et de lait et des sous-produits issus de l'élevage pour le bonheur des éleveurs, pour le bien de nos économies. L'élevage représente vraiment une très importante part dans le produit intérieur brut, 19%, et occupe 80% de la population, dont 30% retirent leurs revenus de l'élevage. Et donc venir ici, c'est très important et nous remercions nos autorités pour nous avoir donné cette occasion de venir porter la voix du Mali par rapport au pastoralisme
dans le Sahel. Il urge de rendre la transhumance aussi bénéfique pour tous les acteurs de la filière, de réduire les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, d'offrir de meilleures perspectives au secteur de l'élevage. Comme premier défi que nous pouvons citer, c'est le changement climatique. Et c'est aussi les problèmes entre toujours agriculteurs et pasteurs. Et bien sûr que de défis qu'il faut relever encore. Donc au vu de tout cela, que nous allons tracer la voie pour les nouvelles trajectoires. Le forum Nouakchott Plus est organisé par le CIDS et essentiellement financé par la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a consacré plus d'$1 milliard américains ces dernières années au développement des activités pastorales et agropastorales dans nos pays. Retour à Bamako pour parler du Salon national de l'emploi qui se tiendra à Bamako du 21 au 22 novembre 2024. Cette première édition du Salon de l'emploi aborde les thématiques en rapport avec l'employabilité des jeunes, le financement des projets, les techniques de recherche d'emploi, entre autres. Le salon est placé sous le haut patronage du président de la transition. Reportage Youssef Diakité et Aruna Diara. Le Salon national de l'emploi est une initiative du ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Une opportunité pour les jeunes de rencontrer les employeurs. L'une des questions essentielles au centre des débats de ce Salon national de l'emploi, c'est bien la problématique du financement des projets jeunes. Le salon est organisé en partenariat avec le secteur privé. Que c'est l'occasion de montrer le ministère dans son très beau rôle de facilitateur de la création d'emplois, d'impulseur de dynamique, de capacité d'intermédiation à mettre en confiance et les demandeurs d'emploi et les créateurs d'emploi sous sa garantie, sous sa protection ou en tout cas sa bienveillance pour qu'on ait un cercle vertueux et un cercle dynamique qui va permettre de créer plus d'emplois. Cette première rencontre sur l'organisation de la première édition du Salon de l'emploi est une occasion pour le ministre de l'entrepreneuriat national d'inviter la jeunesse malienne à une participation massive. Le salon, c'est du 21 au 22 novembre 2024. Les questions liées à la problématique de la création d'emplois au Mali, notamment les questions de financement, la formation professionnelle, mais aussi de fiscalité sur l'emploi, les questions d'adéquation de l'offre de formation par rapport aux besoins au niveau du marché du travail, mais aussi un souhait du secteur privé, mais surtout du secteur privé rural, de pouvoir rendre le salon un peu plus accessible à la cible des jeunes ruraux. Donc notamment à travers la disponibilité des différentes communications du salon en langue nationale. Les intervenants tour à tour saluent l'initiative du département en charge de l'emploi qui est une bonne porte de recherche d'emploi pour la jeunesse somalienne. Dans le même registre, entrepreneuriat toujours, le programme d'accompagnement Azalai Pitch a été lancé officiellement ce 1er novembre. Un programme qui vise à aider les femmes porteuses de projets à trouver des financements pour les aider à prospérer dans leur domaine. Compte rendu, Soumao Aïdara. Il s'engage dans le développement des femmes pour faire d'elles des futures grandes entrepreneurs panafricaines. Le programme d'accompagnement Azalai Pitch, puisque c'est de lui qu'il s'agit, cherche des investisseurs pour ces femmes. Ce programme est axé sur l'accompagnement technique et l'accompagnement financier de cette couche. Azalai Pitch, c'est quoi? Donc, c'est un programme qui va aider les femmes à les former sur différents sujets de leur société, pour qu'on puisse les accompagner à accéder au financement face à un panel d'investisseurs. Le programme comporte plusieurs étapes d'accompagnement, de la candidature à la sélection finale. Et pour accéder à Azalai Pitch, il existe des critères. Il n'y a pas de critère d'âge. Le seul critère important déterminant, c'est d'avoir 2 ans d'ancienneté, 2 états financiers déjà disponibles, parce que les investisseurs vont investir à partir de là, d'un projet qui est déjà viable. Ces projets existent dans 7 pays, à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie, le Bénin, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le Mali.
Et les initiateurs veulent aider le maximum de femmes entrepreneurs vivant dans ces pays à franchir une étape clé dans le développement de leurs entreprises, qui est l'accès au financement. Voilà un commentaire de Soumaou Aïdara. L'association La Femme en Moins a ouvert ce matin son camp de renforcement de capacité des femmes et filles des médias. Les échanges se feront autour des thématiques comme la santé sexuelle et reproductive, la citoyenneté, le changement climatique, entre autres. Awa Adama Koulibaly et Abdoulaye Diarra. De la couleur, cette salle en est bien servie. Toutes habillées en orange qui symbolise, selon les organisatrices, la force, l'intelligence et la créativité, la vingtaine de femmes journalistes, communicantes, animatrices et blogueuses, pendant 3 jours, s'immergent dans la compréhension de notions de leur quotidien en tant que professionnelles de l'information. Elles viennent des régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso et du district de Bamako. Quand on parle de genre, les gens pensent que ça renvoie automatiquement à la femme. Tel n'est pas le cas. Le genre, c'est la femme et l'homme compris ensemble. Et on va parler de parité. C'est quoi la parité? C'est quoi la mixité? On verra tous ces concepts ensemble et on parlera quelque part aussi de la loi 052. Ajoutez à ceci la santé de la reproduction, le changement climatique, le civisme et la citoyenneté. Ces thématiques sont d'une actualité brûlante, parfois entourées de tabous dans nos médias. Malheureusement, nous n'en faisons pas des priorités. Pourtant, ces questions méritent d'être portées par nous, femmes et filles, qui comprennent les enjeux spécifiques auxquels les femmes et les filles sont confrontées. Dans un contexte où les défis sont nombreux, nous avons la responsabilité de traiter ces questions avec professionnalisme. Un état d'esprit qui rehaussera le niveau, la qualité des différentes productions et par la même occasion, réduire la circulation de fausses informations. La Maison de la Presse y adhère et encourage la formation continue. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette première édition des rencontres colorées de Bamako. À travers la qualité des formateurs et la pertinence des thèmes qui seront développés pendant ces 2-3 jours, je suis convaincu que vous sortirez ici renforcés. Pour bien démarrer ces jours d'échange, les femmes de médias ont eu comme module inaugural le journalisme sensible au genre. Un premier contact assuré par le formateur principal, Salif Sanogo. À Kidal, lancement également du projet promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et emploi au Mali. 2 volets sont concernés, les activités génératrices de revenus et les travaux publics en haute intensité. J'y arrive, de main d'œuvre. Reportage à Sidi Elmedi Ag Albaka et Sungalo Doumbia. Ces coups de pelle du conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernorat de Kidal et du maire de la commune urbaine donnent le top départ du lancement des travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre dans la région de Kidal. L'activité est organisée et mise en œuvre par l'ONG Nouveaux Horizons avec l'UNICEF et financée par la Banque mondiale. Cadre des projets de promotion d'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM. La cérémonie du lancement a été abritée par la Maison de la Société Civile de la 8e région. Un processus qui vise à aider directement les femmes et les jeunes de Kidal à travers les activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, nous appuyons ces femmes, ces jeunes filles et ces femmes pour pouvoir contribuer au développement d'assainissement dans la région de Kidal. C'est l'ONG, n'est-ce pas, partenaire qui s'est bien débattu pour avoir ces financements et permettre à la ville de s'assainir un peu. Et nous pensons que c'est une œuvre qui va continuer à travers Nouveaux Horizons et à travers les autres partenaires comme EFAD. A signalé que la période d'intervention de cet important programme qui va contribuer à l'assainissement de la région de Kidal s'étendra sur 2 ans. Clôture à Caille des travaux de la 2e concertation régionale des comités de femmes utilisatrices de services de santé. Elles ont échangé leur expérience à travers la présentation de leur bilan et perspectives. Les 24 comités ont également élaboré des plans d'action qui seront financés par le projet Yeli à plus de 21 millions de francs CFA. Balkissa Sadibou, Chérif Aïdara.
Après 2 jours d'intenses travaux autour du bilan et des perspectives des comités de femmes utilisatrices des services de santé, l'heure est aux recommandations et à la remise de fonds pour l'exécution des plans d'action des différents CFU. Pour ce faire, le projet ILE a mis à la disposition des 24 CFU de ces zones d'intervention un montant total de 21 485 400 francs CFA. Ce montant est certes modeste, mais je compte sur un appui conséquent des ASACO et des mairies afin que les CFU puissent travailler convenablement et contribuer ainsi à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la région de Caille. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique a signalé l'importance de l'installation des CFU dans tous les centres de santé communautaires afin que leurs actions puissent faire tache d'huile au bénéfice des populations. Les CFU sont des entités à ne pas négliger. Vous ne devriez pas vous fatiguer quand ces montants-là ne sont pas là. Faites en sorte que l'ensemble des communautés puissent avoir leur CFU. C'est seulement pendant ce moment-là que nous allons pouvoir infléchir la mortalité maternelle. Nous devons, au sortir de ces journées, redoubler d'efforts afin de traduire en actions concrètes sur le terrain les perspectives, les approches innovantes afin d'atteindre les meilleurs résultats dans l'amélioration de la santé des populations. Pour apporter le changement souhaité, des obstacles seront au rendez-vous et à la résistance va certainement perdurer. Mais en votre qualité de reine, de leader, cela ne doit aucunement inhiber vos efforts et initiatives. Car selon l'adage africain, si vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Parmi les recommandations de cette deuxième concertation, on note entre autres le renforcement de la communication autour des actions des CFU et l'organisation de voyages d'études et de partage d'expériences entre les CFU. Troisième édition de la journée nationale de Mamala à Kemparana. Le thème est appui à l'opérationnalisation du cercle de Kemparana et 6 thématiques sont animées. Les recommandations serviront de boussole pour atteindre les objectifs. Le reportage de Drissa Kone et Sidou Kamina. Cette troisième édition de la journée nationale de Mamala commence par la consultation de la personne la plus âgée du cercle de Kemparana, Daoumamoun Dambélé, 92 ans. Commencent ainsi des consultations gratuites en gynéco, médecine générale et pédiatrie suivies des dons de médicaments. Mamala, pour ne pas dire le Miankala, compte 11 cercles et 68 communes. Cette année, le tout nouveau cercle de Kemparana accueille l'événement avec la tenue d'un atelier qui porte sur le thème « L'appui à l'opérationnalisation du cercle de Kemparana ». L'événement a lieu chaque 5 novembre, date commémorant la mise en place de l'association Ensemble pour le Mamala. Cet atelier porte sur plusieurs domaines, notamment la notion du cercle elle-même, recenser les ressources humaines, faire l'état des lieux du cercle et parler du plan d'aménagement d'urbanisme du chef-lieu du cercle de Kemparana. Je lance un appel à tous les ressortissants qu'on mette de côté les affinités politiques surtout, que nous mettons en tête que c'est dans notre commune, sur notre commune jusqu'à Mouroubla. Et ce sont nos communes. Et qui doit les développer? C'est nous. Pour y arriver, 6 thématiques sont animées par d'éminents panélistes venus pour la cause. C'est un tremplin d'activités que nous avons initiées qui rentrent dans le cadre du développement. Vraiment, sur 11 cercles, nous, on a eu le privilège de les recevoir. Vraiment, ça a été une fierté. Vous avez vu avec nous comment la population est sortie pour les accueillir. Et leur journée de consultation gratuite aussi par rapport à notre population a vraiment accentué davantage notre souhait aussi. Nous souhaiterons que pour l'ensemble des Mamala, que ce soit une continuité. Les recommandations issues de cette journée serviront de boussole pour amorcer le développement du cercle de Kemparana, avec à l'appui une collecte de dons pour venir en aide aux victimes des inondations. Auparavant, la délégation est allée présenter ses civilités au chef du village de Djafougala. Lancement à Kokofata dans la région de Kita du projet promotion de l'exercice de droits sexuels et reproductifs des femmes et des hommes adolescents et jeunes. Ce projet couvre 7 villages de la commune rurale de Kokofata pour une durée de 2 ans. Reportage ORTM Kita, Mahamadi Aliou Bari. Ces projets promotion de l'exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes et des hommes adolescents et jeunes avec un accent sur l'éradication des PTN et d'autres violences basées sur le genre dans la commune rurale de Kokofata qui vient d'être lancée est une initiative du consortium Adjik Diablou
vise plusieurs résultats qui sont entre autres les activités de santé de la région mettent en œuvre une approche spécialisée de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes, basée sur la perspective des DSR et de l'éradication des PTN et d'autres VVG. La communauté éducative, à travers le comité de gestion scolaire, le corps enseignant ainsi que le centre d'animation pédagogique, intègre la promotion et la protection des DSR des adolescents dans leur programme d'enseignement. L'aire de santé de Kouroufata, dans la commune rurale de Kouroufata, totalisant 7 villages, bénéficie actuellement des activités du projet. Promotion de l'exercice des droits sexuels et reproductifs. Ce partenariat État malien AIC de Pharmamundi couvre un budget total estimé à plus de 173 millions de francs CFA. Il contribue, selon les intervenants, à l'atteinte des objectifs du développement durable ODD d'ici à 2030. Nous sommes en train de procéder au lancement officiel de notre projet intitulé Promotion de l'exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes et des hommes adolescents et des jeunes, avec un accent sur l'éradication des pratiques traditionnelles néfastes et d'autres formes de violences basées sur le genre dans la commune rurale de Kokofata. Ça couvre 2 aires de santé pour un total de 11 villages. Pourquoi ce projet? Une question très pertinente parce que nous avons fait au préalable un diagnostic et qui nous a démontré que dans la zone, il y a trop de violences basées sur le genre. Tout cela dénote le bon partenariat que les ONG membres du consortium entretiennent avec les partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l'ONG espagnole Pharmamundi et l'agence Extramodura de coopération internationale pour le développement AICSID. Au cours du lancement, des détails sur le contenu de ce nouveau projet ont été donnés aux acteurs chargés de la mise en œuvre de ce projet qui durera 18 mois. La Fédération nationale des orpailleurs du Mali est désormais représentée dans la commune rurale de Faleya, dans le cercle de Kéniéba. Il s'agit d'un bureau inclusif de 152 membres dirigé par Alassane Camara. C'est pour une réorganisation du secteur de l'orpaillage dans la dite commune. Envoyés spéciaux, Tchemogo Konate, Fatmata Diko et Yacouba Kone. Faleya, un chef-lieu de commune regroupant 21 villages dans le cercle de Kéniéba. Comme activité principale, on y pratique l'agriculture, l'élevage et surtout l'orpaillage. C'est justement ce dernier secteur qui constitue le poumon de l'économie. Toutefois, les acteurs peinent à s'y épanouir à cause d'un problème d'organisation qui connaît désormais un début de solution grâce à la mise en place de ce bureau communal-là. Un bureau inclusif fort de 152 membres, représentant la Fédération nationale des orpailleurs du Mali dirigée par un nommé Alassane Camara. Nos actions commenceront dans la commune de Faleya pour s'élargir. Nos priorités sont notamment les infrastructures routières et les addictions d'eau. Ce que nous demandons à tous les membres du bureau et de la Fédération communale de Faleya, c'est de travailler en conformité avec la loi de notre pays et en conformité avec nos textes, qui sont le statut et règlement intérieur de la FENOM. Ainsi, la Fédération nationale des orpailleurs du Mali est véritablement implantée à Faleya, avec comme seul objectif le développement de la commune. Pour y parvenir, il s'agira pour les membres du bureau de développer une stratégie susceptible de faire briller l'or au bénéfice de la population. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie. Parce que depuis que la Fédération nationale des orpailleurs du Mali a pris une initiative de la réorganisation du secteur d'orpaillage, appuyée par le gouvernement de la transition, si je ne me trompe pas, c'est la 6e commune que Kéniéba vient de valider aujourd'hui, qui est la commune de Faleya. Le secteur d'orpaillage est un secteur crucial, est un secteur stratégique du cercle de Kéniéba, parce que l'économie du cercle de Kéniéba est basée sur l'orpaillage. Le bureau ainsi mis en place a un mandat de 5 ans renouvelable. La population qui est sortie massivement pour la cérémonie ne tarit pas de conseils à l'endroit des membres pour un bon accomplissement des tâches à eux assignées. C'est demain jeudi que s'ouvre officiellement la 5e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou. Le thème choisi cette année est « Utilisation et rôle des plantes dans le textile artisanal ». 70 artisans textiles et une trentaine de restaurants sont attendus pour ce rendez-vous annuel qui se veut un trait d'union entre le patrimoine vestimentaire et l'art culinaire malien. Comment se passent les préparatifs avant le jour J? Balakissa Ouattara est allé voir.
Le jardin du Palais de la Culture transformé en un gros village textile. Les membres de l'association Malifinou se concertent pour les derniers consignes et réglages. Pour cette 5e édition, les ambitions de Malifinou ont été revues à la hausse. Et cette 5e édition est marquée par l'agrandissement du site de 60 stands, nous sommes à 70 stands. L'espace réservé à la restauration est multiplié par 3. Nous voulons contribuer à soulager le secteur de l'artisanat durement frappé par la crise et nous restons dans cette dynamique. Donc, tout ce que nous faisons ici, c'est gratuit. Aucun service rendu par Malifinou n'est payant. Toute la journée de ce mercredi, les artisans s'installent. Certains reviennent de Ouagadougou, mais pas question de rater ce rendez-vous national. L'objectif de Malifinou même, c'est de promouvoir les textiles maliens, donc sur toute l'étendue du territoire malien. Donc maintenant, pour nous même, c'est de venir représenter nos œuvres pour promouvoir la culture malienne en quelque sorte. Les journées textiles du Mali mobilisent des milliers de visiteurs et génèrent des dizaines de millions de francs CFA au profit des acteurs de la chaîne de valeur du textile. Cette année, une centaine d'exposants est attendue. Aux côtés du textile, l'art culinaire est au rendez-vous avec une trentaine de restaurants spécialisés dans les mets traditionnels. Les Maliens seront surpris de voir qu'au moins il y a 30 restaurateurs qui seront là, sur place, pour montrer la cuisine culinaire du Mali. C'est-à-dire les saracolés, tout le monde, moi, Soreille, les Dogons, presque le Mali qui est là pour accompagner Malifinou. Parce que quand on parle de Fini, on parle de la gastronomie. La 5e édition des Journées textiles du Mali se tient sous le thème central « Utilisation et rôle des plantes dans le textile artisanal ». Les Soninké sont les invités d'honneur de cette édition dont l'ouverture officielle est prévue demain à 10h sous la présidence du ministre en charge de l'artisanat. AES Actualité direction Niger où le Premier ministre nigérien a procédé à la mise en place du comité ad hoc chargé de réfléchir sur les conditions d'exercice des activités des médias privés. Un reportage de nos confrères nigériens Moussa Hamani et Ousmane Sani Abdou. Cette rencontre consacre l'installation par le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamizène, du comité ad hoc chargé de réfléchir sur les conditions d'exercice des activités des médias privés. Ce comité, dont la présidence est assurée par le ministre de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, Mohamed Sidi Aliou, avec comme membres des responsables des médias privés et ceux de plusieurs directions des ministères, a pour mission d'examiner les préoccupations majeures des médias privés et les défis auxquels ils sont confrontés. Le Premier ministre a mis en place un comité qui est chargé de répertorier d'abord les problèmes auxquels font face l'ensemble de la presse, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit de la presse écrite, et de proposer des solutions. Ceci, vous le savez, RTIN, donc le réseau des télévisions indépendantes du Niger, a pris attache avec le Premier ministre et a plaidé pour que les préoccupations des médias soient prises en compte, et Son Excellence le Premier ministre a accepté effectivement de mettre en place ce comité. L'ensemble des médias du Niger étaient en train de plaider dans ce contexte de changement, dans ce contexte de refondation, pour qu'ils soient écoutés. À noter que ce comité dispose d'un délai de 10 jours à compter de la date de sa mise en place pour déposer les conclusions de ses travaux. Au Burkina Faso, un citoyen a marqué son soutien aux efforts de sécurisation du Burkina Faso en remettant 6 drones de surveillance au 61e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo, un geste qui répond à l'appel du président du Faso qui encourage les citoyens à participer à l'effort de paix. Des précisions avec Aimé Douamba et Paul Yabri. 6 drones flambants pour le 61e RIC, régiment d'infanterie commando de Tenkodogo. Le geste est de Mahamoudou Dabré, un fils de la commune de Béguédo.
À travers ce don, M. Dabré veut répondre à l'appel de la veille citoyenne du Centre S lancé le 5 juin dernier. Un appel qui invite les populations à doter chaque détachement militaire avec au moins un drone de surveillance. Ce qui m'a amené à faire ça, que le capitaine Ibrahim Traoré vraiment a des initiatives. Il a demandé à toute la population de contribuer de sa manière pour faire cette guerre. En plus, il y a le CM ici qui vraiment a lancé un appel dans la région pour pouvoir contribuer et payer des drones pour pouvoir aider nos FDS à vraiment lutter contre l'île terroriste. Le colonel Aboudou Karim Lamizana, gouverneur de la région du Centre-Est qui a réceptionné les drones pour le compte du 61e RIC, a exprimé sa gratitude envers le donateur. Ce soutien matériel va permettre aux FDS et VDP d'améliorer leur capacité de surveillance, de protéger leur position et d'anticiper les mouvements de l'ennemi. Je profite de votre antenne pour lancer un appel aux filles et aux fils de la région du Centre-Est dans toutes les communes, de faire comme M. Dabré. Ce n'est pas encore tard. Avec tous les détachements que nous avons, il nous faut encore des drones et ça va vraiment galvaniser nos troupes. L'appel a été beaucoup entendu. On va dépasser ça. On avait promis le premier jour, si vous vous souvenez, que 15 drones. On va arriver à là. On a 10. Il y a des corps conseillers qui n'ont pas encore donné. On dit merci beaucoup à l'ensemble des filles et fils, particulièrement aux Waïyans de la région de Centre-Est qui sont un modèle. Mahmoudou Dabré n'est pas à son premier geste. Il avait déjà remis 200 paires de chaussures de sécurité au ministère en charge de la sécurité. Cette donation porte à 10 le nombre de drones déjà remis au 61e RIC de Tenkodogo sur initiative de la coordination régionale de la veille citoyenne du Centre-Est. Un mot sur la présidentielle américaine avant de boucler ce journal. Donald Trump de retour gagnant, vous le savez certainement, réélu face à Kamala Harris. Donald Trump a été réélu à la Maison-Blanche dans la nuit de mardi à mercredi, réalisant le tiercé gagnant. Il a raflé le vote des grands électeurs, rendu le Sénat républicain et se dirige à présent vers la majorité à la Chambre des représentants. Le portrait de Donald Trump dans nos éditions de demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain également au même heure, même plateau pour la grande édition Dieu voulant. Nos grands-pères nous enseignent ce soir de ne pas laisser les croyances des autres nous empêcher d'atteindre nos objectifs. À méditer. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies.